Salut Adrien, merci d'avoir répondu à l'invitation dans la série d'AMA qu'on organise avec les advisors de Republic. Comme tu sais, je sais que tu es vachement pris, donc c'est très cool et j'ai toujours plaisir à discuter avec toi. Donc je vais faire une présentation comme je le fais à chaque fois et de la manière la plus simple et la plus directe et franche possible. Donc, tu es serial entrepreneur, passionné par la blockchain et l'IA, les incitations à l'impact, la gouvernance, les DAO, la démocratie liquide, les tokenomics et les mécanismes de théorie des jeux et de la psychologie des foules, dont tu nous diras peut-être quelque chose tout à l'heure d'ailleurs, et leurs conséquences sur la finance, et j'ai envie de dire, ça c'est moi qui l'ajoute, probablement la société, et le pouvoir en général, accessoirement advisor de Republic, notamment sur les aspects tokenomics et gouvernance. On s'est rencontrés quand tu étais CFO de Smart Chain pour réfléchir à une première tokenomic qui reflèterait la vision de Republic, ce qui est devenu le modèle cible qu'on appelle pay to own. De prestataire, je pense qu'on peut dire que tu es devenu un ami, à tel point qu'on s'est à un moment posé la question de louer ou d'acheter un appartement au Liban, pays dont nous sommes tous les deux amoureux, et puis donc advisor de Republic. Nous avons aussi en commun une recherche qui dépasse le cadre du business, puisque nous sommes motivés, d'ailleurs c'est toi qui m'as motivé pour faire ensemble la retraite Vipassana, et peut-être qu'on aura l'occasion de la refaire. Je dis souvent de toi, et je le pense sincèrement, sinon je le dirais pas, que tu es le meilleur expert blockchain pour inventer des schémas qui n'existent pas et devancer la réglementation, et que ton gros point fort, et ça c'est toi qui le dis je crois, est l'ingénierie financière au sens large. J'ajouterais que tu es investisseur dans plusieurs startups dont Republic et ton ingéniosité t'a aussi permis de trouver un point d'entrée dans des investissements très difficiles d'accès tels que SpaceX, Revolut, Anthropic et plusieurs autres. Et si tu veux, je sais pas si tu veux ou peu, c'est pas l'objectif, mais en fait c'est hyper libre, c'est organique. Si tu veux en dire un mot ensuite, ne te prive pas. Voilà pour une présentation courte, la plus complète possible. Est-ce que t'as envie d'ajouter quelque chose? Non, c'est très clair là. Merci de l'invitation. Je suis content d'être là, de voir cette série d'Amal. Le dernier avec Benjamin que j'ai suivi était super. Et non, de voir le projet évoluer. Moi, je vous ai connu quand le projet était encore en ses balbutiements, quand il était beaucoup imaginé dans ton esprit, qu'il y avait des choses qui existaient. Et le voir comme ça évoluer, progresser avec toute la complexité de créer une startup et encore plus un réseau social. Cette énergie, enfin l'énergie que tu as mis dans le projet, moi c'est celle qui m'a toujours animé et qui explique un peu mon parcours que tu expliquais. Moi je m'intéresse à énormément de domaines, un peu trop d'ailleurs. C'est pour ça que je suis peut-être un meilleur investisseur qu'entrepreneur. Je le découvre aujourd'hui. Peut-être en quelques mots sur mon parcours, moi j'ai toujours aimé les mathématiques. En même temps j'étais un peu geek et donc j'ai naturellement dévié vers la finance parce que je voulais avoir un impact, gagner de l'argent et comprendre le monde, et il m'apparaissait que le monde et la finance avaient un gros impact sur le monde, et le financement et la partie économique, monétaire et financement du monde avaient un énorme impact sur beaucoup de choses. C'était cet angle-là que j'ai pris. J'ai pas mal travaillé en banque sur les sujets blockchain qui venaient un peu synthétiser les sujets financiers, les sujets technologiques et les sujets de gouvernance, c'est-à-dire essayer de penser le monde dans ses lacunes, dans ce qu'il fait bien aussi. Et voilà, je suis devenu entrepreneur, j'ai créé pas mal de boîtes dans cet écosystème blockchain. Aujourd'hui, évidemment, je m'intéresse beaucoup à l'IA, mais la blockchain reste quand même la technologie qui, pour moi, a un potentiel incroyable, qui n'a pas encore vraiment vu le jour. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas encore au quotidien. On est encore un peu en avance de phase. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu dans une autre vie, qui est une vie d'investisseur. C'était un moyen pour moi de multiplier mon impact en investissant dans des projets qui sont justes, des causes que je veux porter. Bon, Republic est un des exemples, hein, on se connaît depuis assez longtemps. Et c'est vrai que au-delà des valeurs que je veux incarner par l'argent, je pense que ça fait la transition avec pourquoi l'argent et l'investissement, c'est aussi une forme de pouvoir. C'est le fait de pouvoir se démultiplier en énergie. Je pense que quand tu es un entrepreneur, tu as deux façons d'avancer. Ou en tunnel sur ton sujet, et tu prends un sujet, une thématique, c'est de le craquer. Et en fait, tu viens casser des murs et c'est comme ça que tu crées des choses, dans la douleur. Ou tu peux le faire aussi en tant qu'investisseur, en finançant plein de projets qui sont autour de tes convictions. Moi, une des choses que j'essaie de craquer, c'est la liquidité et les actifs et les assets qui sont peu liquides, essayer de maximiser leur liquidité. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la blockchain avec la decentralized finance. Mais c'est aussi dans le monde du private equity et de l'investissement sur des boîtes late stage, comme tu l'as cité. Donc voilà, c'est sur ces sujets que j'interviens. J'essaie de donner un peu de la cohérence dans ce que tu as expliqué dans mon parcours, mais c'est vraiment voilà, l'envie d'améliorer des choses dans mon champ de compétences et d'essayer de trouver comment, avec un temps limité, on peut avoir
dans ce petit domaine très précis, un impact, un impact tout court déjà. Essayer de Ouais, changer c'est déjà pas mal, hein, d'avoir un impact tout court. clair. Et peut-être, parce que moi je suis convaincu que la finance, mais comme la monnaie d'ailleurs, façonne le monde, ça a des influences et ça vient ruisseler. Je pense que le ruissellement existe dans ce sens-là, dans la société, dans la gouvernance, dans la politique et dans en fait la sociologie et le monde. Bah écoute, super, merci pour ce complément très riche et que je partage et je vois bien ta façon de fonctionner aussi très structuré, très une façon de tenter d'optimiser tout ce que tu peux. En fait, j'ai l'impression ton temps, peut-être parfois, pour être honnête, à l'excès, parce que tu es toujours en train de bouillir. Je vais rappeler les 3 thèmes que tu m'avais suggérés, en fait, quand on a commencé à parler de cet amas, et tu viens d'en évoquer au moins un, voire deux. Donc, l'investissement et le pouvoir, le lien entre ou l'investissement, c'est le pouvoir. Les Américains et l'économie, on y viendra peut-être après, on verra. C'est en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Les relations entre la tech et la démocratie. Vous connaissez mon credo, puisqu'on en parle de temps en temps sur les modèles profit-centriques, que j'appelle profit-centriques. Hein. Donc, et je fais souvent un parallèle un peu mystique entre Dieu et l'argent, dont tu vois, alors on peut remplacer Dieu par l'humanité hein, ou par la société. Pour moi, il y a une question de priorité. Est-ce que on doit faire passer l'argent avant, ou est-ce qu'on doit faire passer la société, le bien commun, Dieu pour ceux qui y croient avant? Bah, tu connais ma réponse. Pour moi, je suis pour l'argent, je suis pour gagner beaucoup d'argent, mais je pense que ça doit être corrélé à des services ou produits ou projets au sens large qui apportent de manière pérenne sur le long terme le plus possible à la société. D'où cette réflexion qu'on mène sur le bien commun, notamment avec Leïla et autres. Euh, et parce que tant qu'on n'est pas enraciné, à mon sens, hein, dans une notion la plus définie possible, ce qui est pas facile, de bien commun, ce que questionnaient beaucoup les anciens Grecs, mais qu'on questionnait aussi beaucoup d'autres civilisations, bah, c'est très difficile de savoir. On reste dans le court-termisme, on reste sujet aux évolutions, aux modes, et exemple un peu tarte à la crème, mais qui illustre bien les problématiques, c'est l'état de la planète aujourd'hui, où finalement c'est Bien un sûr. peu chacun pour sa gueule, tu vois. Donc moi, je suis pas du tout un écolo radical, mais on peut supposer que si on avait des modèles plus orientés, qui soient pas profit-centriques, mais qui soient plus orientés, bien commun, impact, comme tu dis, bah en fait, on n'en serait pas là. Et peut-être que les business models seraient différents. Peut-être que les... et ce qui- Alors, si tu me permets, Vas-y, bien sûr. parce que en fait, ça te donne envie de réagir, parce que Vas-y, ça vas-y, aurait pu ouais. être aussi le thème que j'aurais pu choisir ce thème sur sur l'argent ou le bien commun, et est-ce que finalement les deux peuvent être compatibles. Moi ma théorie sur ça, c'est que l'argent, c'est aujourd'hui le meilleur indicateur qu'on a trouvé. Évidemment, de s'échanger des richesses, d'être une monnaie de refuge, de réserve. Mais au-delà de ça, au-delà d'être un symbole, et c'est quelque chose de très politique, l'argent, c'est une façon très concrète et très opérationnelle que de mouvementer de la richesse et que de faire gouverner la société et d'avoir le pouvoir. Et en fait, là où je pense qu'on a un peu déconné, on n'avait pas pensé à ça lorsque on a accéléré et qu'on a financiarisé et mondialisé le monde, c'est qu'on n'a pas réussi à créer de système avec deux choses. Un système qui est simple et lisible. En fait, on est dans un monde où c'est une forme de chaos qui est extrêmement complexe à saisir et du coup qui vient glisser. Et on n'a pas le fait de le piloter, de le réformer, c'est extrêmement complexe. Ça demande énormément d'efforts et d'énergie parce que le système est trop complexe. Ça, c'est la première chose. Et on le vit tous les jours et il se complexifie de plus en plus sur énormément de points, mais on pourra en parler des heures. Et la deuxième chose, c'est que pour changer, entre guillemets, le fameux système, en fait, il est devenu tellement complexe qu'on n'a pas un format, une réforme, un cadre spécifique pour que les personnes qui essaient de le challenger, ce système, puissent apporter des modifications palier par palier. Et que c'est pour ça que ça a toujours pris la forme de révolution, de révolte, Ouais, et une grosse cassure sur ces ouais. anciens systèmes pour en recréer un nouveau. Et voilà, les deux choses qu'il manque, si je devais résumer très grossièrement, à la social-démocratie, parce que moi je pense que je crois beaucoup à cette forme de liberté qu'apporte l'argent, mais avec un système global qui doit être un, redistributif, c'est très important, et deux, qui puisse financer les causes dont ensemble, en tant qu'écosystème, en tant que peuple, on a besoin. Et ça peut être par exemple le changement climatique,
Ça peut être aussi plein de thématiques spécifiques. Hein. Ça peut être des choses sur lesquelles on peut être plus ou moins d'accord, mais de donner une vraie perspective et une vraie efficacité à ce qu'on veut collectivement. Donc en fait, être moins conservateur et être plus agile. Ouais. Et les deux choses qui ont manqué à cette fameuse social-démocratie, si je devais résumer grossièrement comme ça, c'est un socle technologique mature, et c'est là où la blockchain intervient. Et c'est là où des nouveaux systèmes de vote interviennent, qui permettent de basculer et d'être plus précis sur ce qu'on veut ensemble faire émerger comme idée, que ce soit sur des idées spécifiques avec des votations ou des cadres d'idées avec par exemple, tu vas être de protectionniste ou libéral. Bah, en fait, aujourd'hui, un candidat, il impacte plusieurs choses. Il n'impacte pas que cette nomenclature. Et donc, forcément, quand toi, tu as des idées dans différentes thématiques, plus ou moins d'intervention dans le changement climatique, intervention dans l'économie, intervention en termes de protectionnisme ou de libéral, quand tu veux voter aujourd'hui, ben en fait, tu viens voter pour un candidat qui vient agréger des parties des intérêts. Tu n'as pas une lecture très forte de ce candidat va avoir un tel impact sur cette thématique. Et donc, ça fait partie de la partie loi que tu pourrais avoir un impact si tu as un cadre nouveau. Et de façon globale, le fait d'avoir un cadre qui permet d'ajouter petit à petit, de par les apports technologiques, des changements. Et ça, c'est les deux choses qui ont manqué à la social-démocratie, ce qui fait qu'elle a été très peu efficace et qu'elle a été beaucoup dans, pour moi, la parole, les idées, qu'elle n'a pas su se transformer. Donc, il a manqué la blockchain avec un nouveau cadre à réinventer qui est très complexe, hein, évidemment, parce que c'est pas une science. Et deux, il a manqué une simplification politique, financière, économique, pour pouvoir avoir une façon de capter l'argent et le matérialiser très très vite dans des politiques publiques et privées efficaces. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que les démocraties verticales, pour les dire comme ça, fonctionnent mieux, parce que de cette complexité naturelle, en fait, elles sont plus efficaces pour agir. Donc quand tu parles de démocratie verticale, tu penses par exemple aux États-Unis, ce serait quoi tes exemples? Ouais, alors ça dépend ce qu'on appelle démocratie, mais ce qui est certain, c'est que plus il y a de l'horizontalité, les États-Unis, c'est pas si vertical, contrairement à ce qu'on pense. Mais plus il y a dans un système, pour moi, ma thèse est dans un système complexe où il y a beaucoup de chaos et en fait, je pense que le mot de glissement est bon, c'est-à-dire que quand tu veux mettre une politique en place, tu te forces forcément à des résistances et tu ne peux que glisser pour aller atteindre quelque chose, donc c'est pas extrêmement efficace. L'horizontalité, qui pour moi est nécessaire et très importante, fait que tu perds en efficacité. De par ce chaos qui est interne et externe et que personne ne comprend, on pourrait l'appeler la bureaucratie, par exemple. Par exemple. De le résumer, mais ça prend d'autres formes. Ce n'est pas que la bureaucratie, mais la bureaucratie. Je vais être un peu provocateur là-dessus, mais en même temps, je dois avouer que je le pense un peu. Sinon, si je veux provoquer un peu, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Est-ce que tu penses, par exemple, et je pense que c'est valable aussi bien pour le pouvoir que pour l'argent, puisque comme tu l'as très bien dit, effectivement, l'argent est sans doute, peut-être que je fais un raccourci, mais une expression la plus directe du pouvoir. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir le même droit de vote? Est-ce que tu penses qu'il ne faut pas une certaine sagesse? Alors c'est un grand mot, mais c'est un mot lourd de signification. Prends moi toujours un exemple un peu terre à terre, mais tu prends une famille basique, old school, avec 2 parents, 3 enfants, et tu demandes le soir s'il faut jouer à la PlayStation ou alors s'il faut faire les devoirs, et que tu donnes le même vote à chacun. Il y a de fortes chances que ce soit la PlayStation qui l'emporte. J'ai rien contre la PlayStation, tu vois, mais en fait la démocratie aujourd'hui, aussi une discussion d'ailleurs qu'on avait eue avec Leïla il y a quelques temps, c'est un peu un axiome. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des bonnes questions, mais qui en fait, leurs questions ne sont pas enracinées dans le questionnement de ce qu'est une bonne démocratie, tu vois. Et du coup, voilà, je reviens à ma question d'origine. Est-ce que tu penses que, commençons par celle-là, est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir le même droit de vote? C'est pas facile. Non, mais je vais répondre. Je vais répondre un peu cash. Et après, je vais prendre un peu de temps pour expliquer si tu veux bien. Mais je pense que non. Mais pour des raisons peut-être différentes que les tiennes. Moi, je suis convaincu que le vote, depuis, on va dire 150 ans dans nos démocraties, a fait beaucoup de bien dans la conscience de soi, dans la conscience de ce qu'est un territoire, une nation, et a apporté une forme de responsabilité pour tous.
Et je pense que pour cette raison-là, que le fait que tout le monde puisse et doive voter, parce que moi je suis pour qu'on incentive le vote ou qu'on désincentive de pas voter, donc financièrement par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et de responsabilisant. Ouais. Par contre, moi je crois dans une pondération sur les votes. Le fait de dire que certaines personnes qui ont une expertise spécifique sur des sujets peuvent avoir une pondération qui est plus forte sur certains sujets. Ça me semble tout à fait entendable. Mais dans le même temps, et on aura raison de me répondre, on répondra que la bureaucratie a beaucoup d'expertise. Mais moi, justement, je pense que ce qui a tué, on va dire, les personnes qui pensent le monde, mais qui ne viennent pas l'appliquer parce qu'ils sont beaucoup dans la théorie, et ce qu'on sait très très bien faire en France, et peut-être d'ailleurs sur Republic, c'est que on n'a pas su justement implémenter et prendre le risque d'implémenter des changements nouveaux, parce qu'en fait, on est tous devenus très conservateurs. Et moi, je pense que c'est ce conservatisme un peu forcé sur la partie cadre institutionnel qui protège évidemment la classe dominante, qui sont parfois aussi les penseurs, va faire beaucoup de mal et va faire que le système va finir par s'effondrer pour cette raison. Parce que justement, et parce qu'on a été trop conservateur sur ces sujets d'organisation de la société, Ouais. on s'est permis de l'être sur des sujets de mœurs. Ouais. C'est une de mes grandes réflexions sur ce qu'on a appelé le wokisme. En fait, c'était la façon la plus simple et peut-être unique que de ne pas être conservateur pour beaucoup d'élites intellectuelles, si je peux les appeler comme ça. Ouais, intéressant. À ce sujet-là, bon, tu connais aussi un peu mon point de vue. Moi, je sais pas si je peux me définir comme ça, mais j'ai plutôt une tendance libertarienne. Pourquoi? Parce que je crois justement en l'être humain. Et je pense que l'être humain peut s'élever lui-même alors il faut générer le contexte, parce qu'on est énormément dépendant de notre contexte. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans Republic, hein. Et que chacun a quelque chose à apporter, et que tu ne peux pas faire le bien ou faire quelque chose d'utile et t'accomplir si jamais ça t'est imposé, en fait. Et donc du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis, hein. Je pense qu'on a essayé d'encadrer tout. C'est le principe du totalitarisme, hein, d'ailleurs, hein, si on pousse à l'extrême, hein. Et en fait, à partir du moment où on te dit ça c'est bien, ça c'est mal, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, finalement il n'y a plus beaucoup d'humanité en jeu, hein, dans les choix. Donc là-dessus, je te rejoins. Et donc, pour revenir à la question sur tout le monde, donc en termes de pondération, tu verrais ça comment? Parce que moi, je pense qu'en plus, tu parlais de la blockchain, t'es bien plus calé que moi dans le domaine, mais je pense que elle peut offrir les outils, en théorie, au moins sur le papier. C'est aussi ce qu'on veut essayer de faire dans Republic, pour que celui qui est plus pertinent dans tel domaine ait plus un vote qualitatif, et donc soit surpondéré dans ce domaine-là, et s'il est moins pertinent dans un autre domaine, qu'il soit sous-pondéré dans ce domaine-là. Est-ce que tu crois que c'est bien sûr. Est-ce que c'est moi pour définir un peu mes idées sur le sujet, parce que c'est des concepts qui, de ma compréhension historique, n'ont jamais été vraiment mis en pratique de façon at scale sur un État, sur un territoire. Cette pondération sur des sujets, en tout cas de façon concertée dans la loi, il me semble pas que ça a une trace dans l'histoire. Moi, je suis pour en fait, c'est un petit peu particulier, mais je pense que le vote doit avoir la même valeur, mais qu'on doit être capable de voter ou soit en direct, ou de donner sur des sujets son vote à quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle la démocratie liquide. Donc, il y a la démocratie directe, le président, on vote en direct. La démocratie représentative, on vote pour quelqu'un qui nous représente, qui vote pour nous. Et la démocratie liquide, c'est un peu le meilleur des deux mondes, qui permet de faire ou l'un ou l'autre, ou les deux en fonction des sujets, donc de séparer. Sur le sujet économique, moi j'apporte mon vote à cette personne. Sur le sujet, je sais pas, social, je vote en direct parce que c'est des thématiques qui me sont à cœur et sur lesquelles je me sens assez renseigné. Donc voilà, tu fais cette distinction. Et la pondération ne serait que pour les votes que tu recueilles. Ça serait ça mon idée. Ça permettrait d'avoir une forme d'équilibre et d'incitation à transmettre son vote à quelqu'un quand c'est quelqu'un qui porte son idée. Donc, ce qui permettrait de simplifier un modèle. Parce que, en fait, on aurait une tendance, si on partage quasiment l'idée de quelqu'un, à plutôt lui confier son vote parce qu'il a une plus grande importance. Ça permettrait de ne pas être trop dispersé quand même,
pour ne pas Mais est-ce que multiplier tu le. restes pas dans avec ce schéma-là, si je suis bien, est-ce que tu restes pas dans l'une des faiblesses de nos démocraties aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, si t'es pas assez, tu vois, tu connais hein, mon fameux speech que je ressasse entre la démocratie de Platon et la démocratie d'Aristote. Donc la démocratie de Platon qui dit que c'est le pire des régimes avant la tyrannie parce que un peuple non éduqué n'est pas capable, bah, c'est le principe de la PlayStation, hein, et Mhm. Aristote qui dit non, au contraire, si le peuple est éduqué, il est capable de temps en temps de prendre des décisions supra-individuelles, donc au service du bien commun, Ouais, etc. Est-ce que si t'as pas ça, malgré tout, même avec ton système, bah en fait, je vais quand même voter pour ma gueule et prendre le mec qui va voter pour ma gueule, ouais. tu vois. Pour moi, c'est Non, un. mais le vote, il est forcément égoïste par rapport à tes convictions et tes causes, par rapport à ce que tu penses. Enfin, non, et il y a les votes de classe, ça a toujours existé. Les votes pour défendre ses privilèges, on vote plus à droite de façon très caricaturale, mais quand on est plus âgé parce qu'on a plus d'argent, et d'ailleurs, pour moi, la France, le gros problème de la France, c'est que c'est principalement les retraités qui élisent les dirigeants et ce qu'ils font, qui bloquent un peu le pays. Donc ça, c'est un autre point pour en parler, mais ça a toujours existé et ça existera toujours. On peut mettre des incitations à la marge ou de l'incitation pour des incités, mais le vote sera toujours égoïste dans le sens le plus pur du terme parce qu'on défend ses convictions Oui, et son regard qu'on a dans le monde et sa place. Donc ça me choque pas du tout. oui, Par contre, tu as une vraie question, c'est la question de l'éducation et de la c'est maturité ça. pour pouvoir prendre des décisions. Et le temps consacré surtout, qui est un point très important parce que c'est pas que être cultivé et passionné par ces sujets, c'est se donner le temps d'étudier les sujets. D'ailleurs, c'est l'argument des Grecs, de dire que ce n'est que les personnes qui avaient le temps de s'occuper de ces sujets qui pouvaient voter. C'était ça l'argument, c'était pas le fait que Mm, c'était pas la compétence avant tout, c'était pas le premier argument en tout cas, c'était le temps consacré, mm, c'était pas mm. le fait de pouvoir acquérir de la compétence. C'était assez intéressant. Et là, c'est là on fait le lien avec la révolution technologique. C'est que moi, je suis convaincu que les gains de productivité des prochaines années, dans les 10 à 20 prochaines années, vont donner plus de temps à l'humanité. Tu crois? Parce que, alors Et moi, donc, j'ai envie de te croire et je dis pas que t'as tort, mais jusqu'à présent, j'ai quand même l'impression que c'est un peu ce mhm, que disait Paul Virilio, on en parlait dans je sais plus quel autre amas, mais et d'autres, hein, mhm, que ce fameux progrès qui devait en fait libérer l'être humain du travail, et mhm, c'était la promesse du progrès, enfin du progrès mhm. technologique, parce que qu'est-ce que le progrès, c'est encore une autre question. Bah, finalement, jusqu'à présent, n'a plutôt fait qu'accélérer tout le monde. Comme Steve Jobs parlait du smartphone comme étant un vélo pour l'esprit, il s'avère que ça s'est révélé plutôt être une roue pour hamster. Mais indépendamment de ça, on est tous accélérés par plus d'infos, plus de réactions, plus de sollicitations. Tout ça, pour moi, c'est un lien assez direct. Alors, dans quelle mesure, je sais pas exactement, mais avec le progrès technologique. J'ai rien contre le progrès, hein. Tu dis qu'en fait, on est peut-être arrivé à un cap et que maintenant, ça va libérer du temps. J'ai pas ce sentiment-là. Bon, déjà historiquement, moi je parle vraiment du temps de travail pour le coup, qui est vraiment ma métrique. Et ça, historiquement, ce temps de travail, il ne fait que baisser, en tout cas depuis la Renaissance, c'est le moment où je le mesure. Si tu prends ce que j'appellerais les classes moyennes supérieures, le temps de travail, il est divisé par deux entre 1900 et aujourd'hui. Et il était divisé de 30% entre le 16e siècle et le 19e siècle. Hyper intéressant. Ça, c'est juste le temps de travail. Je Ouais, pourrais donner quelques chiffres. Mais par ailleurs, au-delà du temps de travail, il y a aussi l'allongement de la durée de vie, qui est ouais. un point dont on parle assez peu, mais qui est quand même extrêmement important et qui fait aussi d'ailleurs que les personnes qui ont le plus de temps pour s'intéresser à ces questions sont principalement les personnes qui ne travaillent plus ou qui ne travaillent pas. Ou alors leur métier, c'est d'étudier les questions, mais ça pose, ça revient sur la partie caste des personnes qui n'ont que le temps de s'en occuper. Moi, donc je suis convaincu que le travail et le temps de travail diminue en moyenne, et d'ailleurs les chiffres le montrent, hein, c'est pas qu'une conviction, c'est factuel, et surtout ma conviction, c'est que ça va continuer à s'accélérer, qu'on va collectivement travailler moins. Alors ça ne veut pas dire que certains travailleront plus ou autant, ça ne veut pas dire qu'on va travailler différemment, mais on va travailler en moyenne moins. Et ça s'est beaucoup vu aujourd'hui sur principalement les pays atlantistes, pour le dire comme ça, Europe et États-Unis, parce qu'ils ont eu des gains de productivité. Mais moi, je suis convaincu que ça va aussi arriver dans les pays du Sud, dans les pays émergents, qui vont avoir ces gains de productivité dans les 20 prochaines années, et que ce temps qui va être gagné
c'est notre responsabilité, et c'est pour ça que je suis content que Republic existe, que de prendre une partie de ce temps-là pour essayer de repenser des systèmes nouveaux, d'une part avec la technologie, qui doit être un moyen utile et efficace, même s'il faut se protéger de ses excès parfois, et de l'autre, des systèmes qui peuvent être mis à jour pas à pas, pour éviter le fait d'avoir des gros bouleversements, qui peuvent ou mener au pire, ou nous faire perdre du temps sur les progrès continus que doit avoir l'humanité, si je devais le dire comme ça. Ouais, ok. Ouais, ouais. Non, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit là en t'écoutant et c'est intéressant parce qu'effectivement, ce que tu décris ouvre plein de perspectives. Mais il y a deux choses, dont une dont on a déjà parlé, je pense, c'est le wisdom gap, tu sais, dont parle Tristan Harris, l'un des protagonistes du Social Dilemma. Et du coup, bah tu sais, la technologie va de plus en plus vite, hein, et ça va être exponentiel, et c'est logique quelque part, puisque et encore plus avec l'IA. Enfin, tu me diras, c'est d'accord avec ce point de vue, hein, mais alors que la sagesse ne peut pas aller, on revient à la sagesse, ne peut pas aller plus vite. Et donc du coup, lui il dit, bah plus, donc c'est ce qu'il appelle le wisdom gap, plus ce gap est grand, plus on est des chimpanzés avec la bombe atomique. Et je suis assez d'accord avec cette vision. Et tu parlais de bouleversement tout à l'heure. Donc plus en fait on est on peut faire de grandes choses, c'est ce que disait aussi Stephen Hawking, hein, en parlant de l'IA notamment. Soit ce sera la pire invention de l'humanité qui nous détruira, soit ce sera la meilleure invention de tous les temps. Toi, j'ai l'impression que tu as une vision quand même plus optimiste de ça. Enfin, tu parlais quand même de bouleversement tout à l'heure. Hein, donc, moi, j'ai quand même le sentiment que le 21e siècle, à la vitesse où ça va, on a déjà parlé aussi, mais est une période assez cruciale parce que bah, soit on va devoir vraiment franchir un cap, tu vois, et pas de degré presque de nature, soit bah, soit il va nous arriver de gros problèmes, et ou alors les deux, hein. Ça peut se faire, ça peut se faire. Donc je sais pas. Donc toi, tu as une vision plutôt. Moi, j'ai pas de vision positive ou négative. J'ai une Ouais, vision d'un gamin qui voit une voiture, les phares allumés, et j'ai les yeux qui brillent. J'ai les yeux qui brillent parce que je suis fasciné par ce qui se passe, et je pense qu'on vit un moment historique dans les 10 ou 20 prochaines années. Alors, ça va prendre 30 à 40 ans peut-être, mais il y a vraiment un basculement qui va arriver dans ce siècle. Et je ça, je suis suis d'accord. très content de le vivre Ouais, euh, avec ma situation, mon âge, le fait que je suis un privilégié qui a le temps de m'intéresser à ces sujets. Et ça, c'est exceptionnel. ouais, Du coup, je suis plutôt, ça a tendance à me mettre en joie, si je dois le dire comme ça, presque religieusement. Par contre, je suis pas positif ou négatif. Je pense que parce que ça va avoir des conséquences qui vont être, je pense, incroyables. On n'a pas encore idée ouais. de ce que impacter. Enfin, c'est pas tant l'impact de l'IA sur les cas d'usage, c'est les conséquences annexes sur l'IA, comme par exemple sur le temps de travail et sur. Alors, il y a plein d'auteurs qui ont déjà écrit sur ça, mais c'est toutes les conséquences que tous les auteurs dans chacun de leurs domaines ont écrit qu'on va avoir ensemble de façon condensée. C'est tous ces ponts condensés qu'on n'a pas encore imaginé, parce que ça nous paraissait déjà tellement fantaisiste sur chaque verticale. Et quand tu mélanges 1984 et l'oisiveté que peut Ouais. nous promettre un Hawkins, par exemple, tu mets les deux en même temps, et ça, tu l'as jamais pensé. Et Hmm. c'est une probabilité forte que ça puisse nous arriver. Et comment tu lis les deux? Et c'est là où c'est intéressant. Et je t'ai pris ce domaine-là parce que c'est le plus simple à imaginer. Mais il y en a d'autres beaucoup plus complexes qu'on est loin d'imaginer. Et donc, dans ces temps troublés avec un impact démentiel, moi j'ai plutôt tendance à être fasciné, ce qui explique mon côté peut-être positif. Moi je trouve que pour l'instant on s'en est bien sorti. Et je trouve que de ma compréhension des innovations aujourd'hui, il n'y a pas de risque majeur sur une intelligence avancée à la Ouais. Terminator et sur un risque, on va dire, de collapse à très très court terme lié à la biodiversité ou au changement climatique. Alors, tout n'a pas été fait loin de là, évidemment, mais il n'y a pas de risque d'extermination à court terme, entre Hmm. 10 et 20 ans, sur l'ensemble des sujets de ces grandes évolutions. Ce qui est déjà une victoire en soi, parce que ça pourrait ne pas être le cas. Ouais, ouais, c'est clair. Donc ça, c'est pour ça que je suis plutôt positif sur ces sujets. Et la deuxième chose sur laquelle je suis assez positif, c'est que il y a beaucoup d'esprits libres aujourd'hui, qui sont d'ailleurs beaucoup dans la théorie, mais pour une fois, la théorie est extrêmement intéressante. Et c'est pour ça qu'il faudrait plus la relier à la pratique et à l'entrepreneuriat ou au changement de modèle politique, qui, en fait, ont pensé chacun dans leur couloir les changements profonds que vont avoir l'impact technologique, l'impact d'avoir plus de temps avec un revenu de base, un revenu universel,
l'impact que vont avoir les médias, les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, on a quasiment tous les outils de pensée, et maintenant, il n'y a plus qu'à voir leur application par rapport à la technologie qui arrive. Donc je trouve qu'on a fait le travail le plus compliqué, qui était le travail intellectuel d'essayer de mettre des mots et de mettre des théories sur ce qui va se passer. Et je pense qu'on a un bon niveau de certitude aujourd'hui sur les 5 à 10 prochaines années, qu'on a déjà un peu pensé une partie du monde, chacun dans son couloir. Maintenant, il faut le rassembler et prendre le temps de concevoir des systèmes plus simples et plus efficaces pour répondre à tous ces sujets. Et ça, à mon Ouais. petit, humble niveau, et je pense que à l'humble niveau de Republic, c'est ce qu'on contribue à faire. Ouais, hyper intéressant. Bah écoute, ouais, j'achète ça et j'ai envie d'y croire aussi. Moi, ça me fait poser alors, une question un peu liée à ça. Si on prend le cas extrême, le progrès a tenu sa promesse. On n'a plus besoin de travailler parce que revenu universel, et d'ailleurs même peut-être pas besoin de revenus puisqu'en fait biens et services à volonté à terme. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour l'humanité? Non, alors là, ouais, vas-y parce que t'as l'air de douter. Ouais, mais on va quand même vivre dans un monde fini, donc je pense pas qu'il y aura des biens en illimité, Ouais, des services peut-être beaucoup plus, mais il y aura probablement pas de biens en illimité, ce qui fait que même si le progrès dans ses promesses, ouais, il va quand même y avoir des sujets. Et en fait, il y a 3 variables, hein, c'est ou le nombre de personnes sur Terre, ça c'est clair. ou des ressources sur une autre planète, Ouais, ou une limitation de l'exploitation et de l'utilisation, surtout des biens et un petit peu des services, par une minorité. Voilà, ça sera une de ces 3 variables, deux des trois. La troisième est la plus simple et c'est qu'on a le plus vu dans l'histoire parce qu'on n'avait pas accès à la première ni à la deuxième. Mais en tout cas, ça va être une de ces 3 voies pour que on ait des biens et des services limités. Moi, je ne crois pas qu'on aura des biens et des services illimités. ouais, ok, je comprends là. Mais bon, alors, sans Mais en tout aller cas, plus loin. du temps d'avoir suffisamment de biens et de services pour ne pouvoir que très peu, ce qu'on appelle travailler en tout cas, et pouvoir s'adonner à d'autres choses que produire des biens, peut-être faire des services mais de façon différente et même pas forcément. Ça, je pense que ce monde-là est un monde assez probable, bien sûr. C'est intéressant, bah, justement, moi, ça me fait penser un peu enfin, et je force pas le pont, ça me vient de manière un peu assez évidente. Ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser à la période du Covid et ça me fait penser à Vipassana. En fait, Vipassana, bah, tu le sais bien, hein, on est face à soi-même. Bon, là, évidemment, tu vas pas là-bas pour faire tout ce que tu veux. Tu y vas pour dans un but précis. Mais il y a quand même un parallèle avec le Covid où moi j'ai le sentiment que pendant le confinement il y a eu grosso modo, hein, si je schématise, deux groupes de gens. Il y a eu ceux qui ont adoré. Moi, j'ai adoré. J'ai profité de la campagne comme je n'en avais jamais profité. J'ai redécouvert la campagne près de chez moi que finalement je n'avais jamais vue. Tu vois, en plus c'était au printemps, donc que j'avais jamais vu en 40 ans. Et puis il y a ceux qui ont déprimé et enfin, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais pour lesquels le fait d'être débranché du métro boulot dodo, dont pourtant tout le monde se plaint, tu vois, et que dont le progrès peut nous affranchir, bah en fait, elle a complètement déprimé. Du coup, ma question, c'est enfin, c'est un sujet, là on dévie un peu, mais c'est vrai, c'est un sujet fondamental. Comment tu vois l'humanité si elle est libre de son temps? Ouais. Moi, j'ai une réponse, mais je préfère te la laisser. Je pense que je connais ta réponse par ailleurs. On a déjà eu des petites discussions sur ça, mais d'ailleurs, moi, je pense que le Covid est pas un bon exemple. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, le Covid a vraiment, la façon dont tu l'as vécu dépend aussi de ta situation. Et évidemment, quand tu peux te permettre d'être à la campagne, quand tu peux avoir une profession qui est mise en pause et que tu as quand même des garanties de l'argent qui est offert par l'État, c'est quand même plus facile. Mais ça, c'est une région du monde. C'est même Ouais, d'ailleurs pas beaucoup de pays qui l'ont fait. Et c'est aussi parce que tu avais déjà travaillé pendant des dizaines d'années, tu étais dans une situation où en fait, tu n'avais pas forcément besoin dans ces 12-18 mois de faire des rencontres de façon viscérale, euh, et que tu étais déjà un peu épanoui par le travail que tu avais déjà commencé. Euh, ouais, Ce qui est loin d'être le cas de tout le monde, c'est même une minorité en France et dans le monde. Donc je pense que c'est pas le bon exemple parce que si je devais résumer les premiers de cordée qui ont quand même dû commencer à retravailler et les étudiants pour ne citer que, en fait pour moi il y a une grosse partie de la population qui ne pouvait pas le vivre bien et surtout qu'en plus il y avait cette incertitude pesante de jamais ça va s'arrêter, ce qui sera très différent de quelque chose qu'on va pouvoir anticiper qui est la fin du travail obligatoire parce qu'une grosse partie de la production de biens et peut-être de services
va être augmenté si ce n'est remplacé. Donc pour moi, c'est vraiment assez différent. Enfin, c'est des choses qui sont très compliquées à comparer parce qu'encore une fois, on l'a vraiment vécu de façon très différente nous dans nos milieux que dans le monde entier. Ouais. Et je pense que la conséquence de comment des cultures peuvent le vivre peut avoir des conséquences sur comment le monde va s'y acclimater. Ouais, mais moi, alors, je suis pense que d'accord. Et en même temps, dans le même milieu, dans le même environnement, moi, j'ai des cas de gens qui l'ont vécu très différemment. Simplement parce qu'il y en avait qui étaient je suis d'accord. repères, pas de, plus de moteur, en fait, tu vois. Et d'autres, dans les mêmes conditions, qui avaient, au contraire, se disaient, waouh, je peux redécouvrir d'autres choses, etc. Tu vois. Ça m'amène au fond de la question. C'est, Oui. Oui, bien sûr, parce que j'ai pas répondu au fond, non, non, mais mais c'est, c'est parce que c'était important parce que pour moi, ça fait partie du fond que ça soit quelque chose qui arrive de façon assez collective. D'ailleurs, c'est une question, c'est est-ce que ça va arriver de façon collective ou est-ce qu'il va y avoir que au début quelques personnes qui vont profiter de ça. Moi, ma théorie, on va dire, mon intuition, c'est que pour la première fois, ça va être plutôt collectif. Il va y avoir un tel gain de productivité qu'en une génération seulement, ce gain de productivité va se refléter de façon immédiate et très forte sur le temps de travail. Et contrairement à ce qui s'est toujours passé dans les gains de productivité, qui ont juste permis à des personnes de s'enrichir, donc ça a créé des classes encore plus fortes, de par le travail et pas par la naissance, ça va changer le fond. Mais bon, je m'éloigne un peu, je veux répondre sur ton sujet. Donc, à part ce changement qui fait que le Covid n'est pas un bon indicateur, moi je suis convaincu que la différence par rapport au Covid, c'est la partie immédiateté. Et que là, comme ça va être un bouleversement qui va se faire assez rapidement, mais dans la durée, ce changement, il sera vécu pour beaucoup de personnes comme quelque chose de positif. je veux Et dire après, qu'on ça sera à aura, nous, on aura le temps collectivement, de de s'habituer, réinventer en les fait. services. C'est ça? En fait, on pourra réinventer derrière, c'est un peu la conclusion là où je voulais arriver, on pourra réinventer les services derrière que l'on veut avoir, qui font qu'en fait, on aura toujours du travail qui sera différent pour ceux qui ont, entre guillemets, le sens du travail. Moi, par exemple, je m'épanouis par le travail, je ne pourrais pas ne pas travailler. C'est quelque chose qui... Alors évidemment, je fais un travail qui est différent d'autres personnes, je suis pas à la mine tous les matins, mais la façon d'avoir quelque chose qui ressemble à un métier, je pense que c'est cette notion qui va beaucoup évoluer. Hmm. En fait, c'est le fait d'avoir une activité plutôt qu'un Ouais. travail. Et Ouais. ça, c'est fondamental. Et Ouais. c'est là où on pourrait peut-être mettre d'accord des libertariens que des penseurs de gauche radicale sur cette pensée de qu'est-ce que c'est l'activité et comment cette activité, et je pense que l'activité politique au sens noble ou d'organisation de la société est une des activités qui va devoir prendre plus de place Vachement dans la société. intéressant. C'est comme ça que je fais la transition. Eh ben, merci pour ça, là, vachement intéressant. En fait, on rejoint du coup, tu me tends une perche, et je vais encore radoter cette vision aristotélicienne qui dit, hein, en simplifiant beaucoup, hein, que chacun a quelque chose à apporter à la société et que c'est en choisissant librement enfin, en étant en mesure de le développer parce que le contexte le permet et en choisissant librement de devenir soi, que tu enrichis la société. Et donc, du coup, finalement, on recouperait, on rejoindrait une vision idéal du bien commun en fait de ce point de C'est vue-là, sûr. puisque chacun pourrait se livrer, comme tu disais, le travail, il y a le travail labeur, c'est l'étymologie, puis il y a le travail, comme tu en parles pour toi ou pour moi, entre guillemets passion, ou parce que tu as envie de le faire. Deux Bien choses très sûr, différentes, mais c'est parce que ce travail-là, c'est un travail qui te correspond. Tu es à l'aise bien parce sûr. que tu es bon, parce que ça t'attire, parce que et c'est effectivement pas du tout le travail de la mine. Donc si tout le Bien monde se retrouve en sûr. mesure de faire ça, on peut effectivement se rapprocher d'une société, j'aime pas dire idéale parce que justement c'est idéal, mais en tout cas de cette vision Peut-être du. plus apaisé, on va dire, si Ouais, je devais le dire comme ça. ouais, Moi, ma conviction, c'est que ça va créer des groupuscules qui vont être, en fait, vont se regrouper, qui vont passer beaucoup de temps pour développer des activités à propos de leur passion. Donc évidemment, ça existe déjà aujourd'hui, mais moi, je pense que ça va prendre une vraie place qui va être beaucoup plus forte et qui va être ce qui va être la première chose le marqueur social, le marqueur de société sera ces groupuscules qui auront des activités, qui peuvent être des activités qui sont des activités avec des interactions avec d'autres personnes, qu'on pourrait même des activités qui peuvent être commerciales par exemple, qui pourraient plus ressembler à des métiers, que des activités qui ne le sont pas du tout, par exemple. Et comme ça peut être sur des grosses parties qui n'existent pas encore aujourd'hui à inventer. Et je pense que là, d'ailleurs, c'est pour ça que
la partie campagne et la nature. Moi, je pense que faire le lien justement entre les personnes qui défendent le fait de prendre soin de la planète et d'agir pour le changement climatique, une cohérence serait de continuer à mettre les moyens dans le progrès technologique pour faire gagner du temps et permettre de passer plus de temps pour avoir une vision de ce qu'est la nature et l'environnement extérieur et comment le protéger. Alors, après, il y a des arguments de oui, mais si on est obnubilé par le progrès technologique, en fait, on oublie la nature. Ben moi, je pense justement que ce qui va les relier ensemble, c'est les gains de productivité. Intéressant. C'est un beau pari. Je sais pas si j'aimerais te suivre. Peut-être. Je j'ai pas d'avis sur la question. Moi, j'ai l'impression qu'on est, si on met, ouais, j'ai l'impression que si on est livré à nous-mêmes, c'est quand même le côté égoïste qui prend. Bah, tu vois, tu parlais de la théorie. Enfin, on a déjà parlé de la théorie des jeux, etc. C'est quand même toujours le. Mhm. Mais comme tu disais, hein, tout part d'une action égoïste, puisque tout part de l'individu. Mais après, ton égoïsme peut prendre une ampleur beaucoup plus globale et moins et plus comment dire englobante des autres de la société. Euh, bon, j'ai envie de te croire, j'ai envie de te suivre. Bah, disons que c'est plutôt une vision et un souhait, on va dire, qu'une certitude, hein, c'est certain. Ouais, 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 ouais. En tout cas, mon point est plutôt qu'il y a des ponts qu'aujourd'hui on ne voit pas entre peut-être des individus sur lesquels on pense qui sont contradictoires et qui pensent les choses différemment. Et c'est vrai pour les personnes dans la finance ou dans la technologie. Mais moi, ma conviction en tout cas, c'est que en fait, on ne pourra pas aller vers un monde qui est plus apaisé en renonçant à avoir des systèmes financiers ou des systèmes technologiques et en arrêtant de les développer. Et je pense qu'au contraire, il faut accélérer dans ces domaines et que dans un monde simplifié qui a accéléré dans ces domaines, qui se donnait les moyens de son action, on peut les mettre au service de quelque chose. Ce qu'on n'a pas vraiment très bien réussi à faire. Mais moi, ma conviction, c'est que c'est possible. Après, Oui. on peut. Non, mais t'as raison, de toute façon, c'est les optimistes qui font avancer les choses, hein, donc bon, je vois que j'ai frisé, donc de toute façon, on a fait, on a fait, bah, enfin, on a abordé pas mal de sujets, on pourrait continuer longtemps. Juste T'es une tellement dernière. choqué par ce que je dis que tu ne bouges plus, quoi. C'est incroyable. Bah, tu m'as frisé, ouais, effectivement. Non, je suis en pleine réflexion, comme tu vois. C'est T'es en vipassana, c'est bien. exactement, exactement.